Mes parents ont secrètement utilisé mon chalet de vacances comme garantie pour le prêt bancaire défaillant du restaurant de mon frère. Je ne l'ai découvert qu'à la réception des avis de forclusion. Maintenant, ils exigent que je fasse des sacrifices pour la famille et que je paie 150 000 $ pour sauver son entreprise en faillite. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien permet à tout cela de continuer. Passons aux choses sérieuses. Je tremble encore en écrivant ceci. J'ai besoin de conseils car je ne sais pas quoi faire. Pour le contexte, je suis un ingénieur logiciel de 30 ans qui a acheté un petit chalet de vacances au Vermont il y a 3 ans. C'est ma fierté et ma joie, un endroit douillet de 2 chambres près d'un lac où je vais me détendre de la vie citadine. J'ai économisé pendant des années pour l'acheter directement, pas d'hypothèque, entièrement à moi, ou du moins je le pensais. Ma famille se compose de mes parents, Robert, 58e, et Patricia, 55F, et de mon jeune frère, Jérémy, 28e. Jérémy a toujours été enfant d'or, celui qui avait du talent et qui ne pouvait rien faire de mal. Il y a 2 ans, il a convaincu nos parents de l'aider à ouvrir un restaurant haut de gamme, de la ferme à la table, dans notre ville natale. Je n'étais impliqué dans aucune des discussions concernant la planification ou le financement, ce que je pensais normal étant donné que c'était l'entreprise de Jérémy. Hier, j'ai reçu une lettre recommandée qui m'a glacé le sang. C'était un avis de forclusion concernant mon chalet. Selon les documents, ma propriété avait été utilisée comme garantie pour un prêt commercial de 150 000 $, qui était maintenant en défaut. La banque engageait une procédure de forclusion, et j'avais 30 jours pour répondre. J'ai immédiatement appelé la banque, pensant qu'il y avait eu une terrible erreur. C'est alors que j'ai appris l'horrible vérité. Il y a 18 mois, quelqu'un avait falsifié ma signature sur des documents de prêt, en utilisant mon chalet comme garantie pour le prêt du restaurant de Jérémy. La banque avait des copies de ce qui semblait être mon identification et des accords signés. J'étais répertorié comme co-emprunteur sur un prêt dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains tremblaient tellement que j'avais à peine la force de tenir le téléphone. J'ai exigé de voir immédiatement toute la documentation. L'agent de prêt, visiblement mal à l'aise, a accepté de me rencontrer ce matin. Lorsque j'ai examiné les documents, j'ai vu ma signature falsifiée sur plusieurs documents. Quelqu'un avait utilisé des photocopies de mon permis de conduire et de ma carte de sécurité sociale. L'écriture était proche, mais pas tout à fait exacte. Plus inquiétant, les coordonnées indiquées n'étaient même pas les miennes, c'était l'adresse de mes parents et un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas. J'ai immédiatement confronté mes parents. La conversation a été un cauchemar. Ils n'ont pas nié ce qu'ils avaient fait, au lieu de cela, ils ont essayé de le justifier. Jérémy avait besoin d'aide, a dit ma mère en pleurant. Le restaurant est un héritage familial. Nous pensions que vous comprendriez, a ajouté mon père, expliquant qu'ils avaient eu l'intention de me le dire un jour, mais que le restaurant devait être rentable d'ici là. Jérémy n'était pas là pendant cette conversation, mais lorsque je l'ai appelé, il a affirmé qu'il ne savait pas qu'ils avaient utilisé ma propriété. Il a dit qu'il pensait que nos parents avaient mis leur propre maison en garantie. Je ne sais pas si je dois le croire. Le pire ? Le restaurant de Jérémy a perdu de l'argent dès le premier jour, mauvais emplacement, menu trop cher, mauvaise gestion. Il est fermé depuis 3 mois, incapable de payer le loyer ou les fournisseurs. Les paiements du prêt ont cessé il y a 4 mois, ce qui a déclenché la procédure de forclusion. J'ai contacté un avocat, mais je suis terrifié. Il s'agit de mon chalet, mon sanctuaire, mon bien le plus précieux, mon plan de retraite futur. Je l'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé en travaillant 60 heures par semaine pendant des années. La pensée de le perdre à cause de la tromperie de ma famille me rend physiquement malade. Mes parents continuent d'appeler, me suppliant de trouver une solution et de ne pas détruire la famille à cause de cela. Ils ont suggéré que je puisse prendre en charge les paiements du prêt et sauver le restaurant de Jérémy. Ils ne semblent pas comprendre que le restaurant est déjà mort et que ce qu'ils ont fait est une fraude. Je me sens complètement trahi. Comment pardonner à sa famille pour une chose pareille ? Comment aller de l'avant lorsque les personnes qui vous ont élevé étaient prêtes à voler votre avenir pour financer le rêve raté de leur enfant préféré ? Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de semblable ? Quelles sont mes options légales ? Puis-je vraiment perdre mon chalet à cause de la signature falsifiée de quelqu'un d'autre ? Je suis désespéré et j'ai besoin de conseils. Mise à jour 3 semaines plus tard.
La situation a explosé au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci à tous ceux qui ont donné des conseils et du soutien sur mon message original. Les conseils juridiques consistant à tout documenter et à agir rapidement ont probablement sauvé mon chalet. Premièrement, les bonnes nouvelles, mon avocat pense que nous avons un dossier solide. La falsification est évidente pour un expert en graphologie, et le fait que la banque n'ait pas vérifié mon identité avant d'accepter le prêt crée une responsabilité de leur côté. Nous avons déposé un rapport de police pour vol d'identité et fraude, et la banque a accepté d'arrêter les procédures de forclusion pendant que nous enquêtons. Maintenant, les mauvaises nouvelles, ma famille a complètement perdu la tête. Lorsque j'ai déposé le rapport de police, mes parents se sont présentés à mon appartement à 6 heures du matin, hurlant que je détruisais la famille et que je les envoyais en prison. Ma mère était hystérique, affirmant que j'allais donner une crise cardiaque à mon père. Mon père a exigé que je retire toutes les accusations et que je gère cela en famille. La conversation s'est déroulée exactement comme vous vous y attendiez. Ils ont continué à insister sur le fait que ce qu'ils avaient fait n'était pas vraiment une fraude parce que la famille est de la famille, et qu'ils avaient toujours eu l'intention de rembourser. Lorsque j'ai souligné que l'intention n'a pas d'importance lorsque vous falsifiez la signature de quelqu'un et que vous lui volez sa propriété, mon père est devenu agressif. « Tu as toujours été égoïste », a-t-il dit. Jérémy avait besoin d'aide, et tu aurais dit non parce que tu es jaloux de son succès. Succès ? Le restaurant qui est fermé depuis des mois et qui doit de l'argent à la moitié des fournisseurs de la ville. J'étais sans voix. Ma mère a essayé une approche différente, me culpabilisant sur le nombre de sacrifices qu'ils avaient faits pour moi en grandissant. Elle a évoqué les cours de piano d'il y a 20 ans et l'aide qu'elle m'a apportée pour les frais universitaires, comme si élever son enfant créait un chèque en blanc pour commettre une fraude contre lui à l'âge adulte. Jérémy est finalement arrivé à mon appartement 2 jours plus tard. Cette conversation a été encore pire. Il a admis qu'il savait que le chalet était utilisé comme garantie. Je pensais que ça vous irait, a-t-il dit, comme si cela améliorait les choses. Vous gagnez bien votre vie, et vous n'utilisez même pas le chalet si souvent. Lorsque je lui ai dit que je l'utilisais un week-end sur 2 et que j'avais prévu d'y prendre ma retraite, il a ri. Allez, Matt, tu as 30 ans, la retraite est encore dans des décennies. J'avais besoin de l'argent maintenant, pour quelque chose de réel. Quelque chose de réel ? Mon chalet n'est apparemment pas réel, mais son restaurant en faillite l'est. Le pire, c'était sa proposition pour arranger les choses. Il a suggéré que je devrais prendre en charge les paiements du prêt, la totalité des $150 000, et devenir son associé dans le redémarrage du restaurant. Il avait tout un plan délirant sur la façon dont nous pourrions le relancer, déménager dans un meilleur endroit et le rendre rentable ensemble. Je lui ai dit, absolument pas. Le restaurant a perdu de l'argent dès le premier jour, il n'a aucune expérience commerciale, et je ne vais pas jeter de l'argent bon après du mauvais. Sa réponse, je n'arrive pas à croire que tu vas me laisser tout perdre à cause d'argent. Qu'il perde tout, comme si j'avais un rôle dans ces mauvaises décisions. Mes parents ont maintenant enrôlé la famille élargie pour me faire pression. J'ai reçu des appels de tantes, d'oncles et de cousins, tous me disant des variations de la même chose, la famille doit rester unie, je suis trop dur, je devrais considérer l'avenir de Jérémy, et je réagis de façon excessive à un simple malentendu. Ma cousine Sandra a même osé suggérer que, étant donné que je suis célibataire et sans enfant, je n'ai pas autant besoin du chalet que Jérémy a besoin de ses rêves de restaurant. Apparemment, être célibataire signifie que je ne mérite pas de posséder une propriété. La campagne de pression familiale a atteint son apogée lors de la fête du 85e anniversaire de ma grand-mère le week-end dernier. J'ai presque décidé de ne pas y aller, mais je ne voulais pas la décevoir, mauvaise décision. Mes parents avaient clairement informé tout le monde de leur version des événements, me peignant comme le frère vindicatif qui essaie de les envoyer en prison pour un simple prêt familial. Jérémy a prononcé un discours sur la loyauté familiale et le soutien aux rêves des uns et des autres, me regardant fixement tout au long du discours. Plusieurs parents se sont approchés de moi par la suite, me suggérant d'être la personne la plus grande et de trouver un moyen d'aider Jérémy à réaliser ses rêves de restaurant. Ma grand-mère, que j'adore, m'a pris à part et m'a gentiment suggéré qu'il y avait peut-être un compromis qui pourrait maintenir la famille unie. Lorsque j'ai expliqué qu'ils avaient commis une fraude et volé ma propriété, elle a semblé confuse et a dit « Mais chérie, Jérémy avait juste besoin d'aide pour son entreprise. » Je me suis rendu compte qu'ils avaient donné à tout le monde une version édulcorée où ils avaient simplement co-signé un prêt pour aider Jérémy, et maintenant je suis déraisonnable en ce qui concerne les modalités de remboursement. Le fait qu'ils aient falsifié ma signature et volé ma propriété a été commodément omis de leur récit familial.
J'ai fini par quitter la fête tôt, mais pas avant que mon père ne m'ait coincé dans le couloir. Tu déchires cette famille, a-t-il dit. Ce chalet vaut-il vraiment plus pour toi que l'avenir de ton frère et la liberté de tes parents? Oui, en fait, si. J'ai maintenant retenu les services d'un deuxième avocat spécialisé dans les affaires de fraude familiale. Nous poursuivons à la fois des accusations criminelles et une action civile. L'enquête interne de la banque a révélé qu'il ne s'agissait pas de leur premier prêt douteux. Apparemment, mes parents ont fourni des références et des documents qui me présentaient comme un cosignataire enthousiaste qui était simplement trop occupé pour se présenter en personne à la clôture. Mon avocat dit que nous devrions avoir une résolution dans quelques mois, mais le coût émotionnel est dévastateur. J'ai essentiellement perdu toute ma famille à cause de ça. Ils ne comprennent pas pourquoi je n'absorbe pas simplement la perte et n'avance pas pour le bien de la famille. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, il ne s'agit pas seulement d'argent, ils m'ont volé, ils ont trahi ma confiance de la manière la plus fondamentale possible. Ils étaient prêts à sacrifier mon avenir financier pour le rêve de Jérémy, et ils n'ont même pas pensé à me le demander d'abord parce qu'ils savaient que je dirais non. Le chalet n'est pas seulement un bâtiment pour moi, il représente des années de travail acharné, de sacrifice et de planification. C'est mon échappatoire au stress de la vie citadine, mon plan de retraite et ma preuve que je peux construire quelque chose de significatif. Ils étaient prêts à tout risquer sans même me le dire. Je reste ferme. La famille ne justifie pas la fraude, et l'amour n'excuse pas le vol. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont falsifié ma signature, maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Mise à jour 3 mois plus tard. La situation juridique a considérablement progressé, mais pas comme je m'y attendais. Mon avocat m'a prévenu que les affaires de fraude familiale mettent souvent au jour des tromperies supplémentaires, et malheureusement, il avait raison. L'enquête interne de la banque a révélé que mes parents menaient un stratagème beaucoup plus vaste que la simple affaire du chalet. Au cours des 3 dernières années, ils ont contracté plusieurs prêts en utilisant diverses propriétés et avoirs familiaux comme garantie, notamment la maison de ma grand-mère et la petite propriété commerciale de mon grand-père décédé qui devait être détenue en fiducie. Voici où cela se complique, ma grand-mère n'était pas seulement victime de confusion lors de sa fête d'anniversaire, elle a en fait signé des documents donnant à mes parents un pouvoir de représentation sur ses finances il y a 2 ans, apparemment pour l'aider à gérer les factures et les dépenses médicales en vieillissant. Mes parents ont utilisé cette autorité pour hypothéquer sa maison sans qu'elle comprenne ce qu'elle signait. La situation de la propriété commerciale de mon grand-père est encore plus complexe. À sa mort il y a 5 ans, la propriété devait être détenue en fiducie pour tous les petits-enfants, mais mes parents ont en quelque sorte pris le contrôle et l'ont utilisé comme garantie pour une autre des entreprises ratées de Jérémy. Apparemment, le restaurant n'était pas son premier désastre entrepreneurial. Mon avocat a contacté mes cousins au sujet de ces découvertes, et maintenant une enquête familiale est en cours. Il s'avère que mes parents financent les diverses tentatives d'entreprise de Jérémy depuis des années, en utilisant les avoirs des autres. Le restaurant n'était que le dernier d'une série d'entreprises ratées, notamment un camion de restauration, une entreprise de traiteurs et une sorte de société de savon artisanal. La réponse de Jérémy à ces révélations a été éclairante. Lorsqu'il a été confronté à des preuves que ces entreprises étaient financées par une fraude contre plusieurs membres de la famille, il a prétendu qu'il pensait que nos parents étaient simplement doués pour obtenir des prêts, et n'a jamais remis en question l'origine de l'argent. Cela manque de crédibilité puisque Jérémy était présent à plusieurs réunions de prêt et a signé lui-même des documents. Mon avocat pense qu'il était complice d'au moins une partie de la fraude, bien que prouver ses connaissances et ses intentions soit plus compliqué que de prouver les actions directes de mes parents. La dynamique familiale a complètement implosé. Mes cousins sont furieux que la propriété de mon grand-père ait été utilisée à leur insu. Ma grand-mère est confuse et blessée, ne comprenant pas complètement comment sa maison est devenue une garantie pour les prêts commerciaux de Jérémy. Plusieurs parents qui m'avaient initialement fait pression pour arranger les choses sont maintenant confrontés à leur propre perte financière. Mon oncle David, le plus jeune fils de mon grand-père, est particulièrement en colère. Il avait prévu d'acheter la propriété commerciale à la fiducie pour agrandir sa propre entreprise de construction, seulement pour découvrir qu'elle était déjà hypothéquée jusqu'au cou. Il se joint maintenant à notre procès et a été très virulent au sujet de la trahison de la confiance familiale par mes parents. Jérémy a fait plusieurs tentatives pour me contacter directement, alternant entre excuses et colère. Sa dernière stratégie consiste à se présenter comme une autre victime des machinations de nos parents. Il prétend qu'il n'a jamais compris les complexités juridiques et qu'il pensait que nos parents utilisaient simplement leurs propres avoirs pour l'aider à réussir.
Cela pourrait être plus crédible sans la preuve que Jérémy a personnellement signé des documents de prêt et été présent à plusieurs réunions bancaires. Il a également vécu largement au-dessus de ses moyens pendant cette période, achetant une nouvelle voiture, faisant des vacances coûteuses et louant un appartement de luxe tandis que ses entreprises perdaient de l'argent. Pendant ce temps, mes parents ont embauché leur propre avocat et affirment maintenant que tout ce qu'ils ont fait était autorisé et que la famille réagit de manière excessive à des pratiques commerciales normales. Leur avocat a envoyé une lettre suggérant que les documents de pouvoir de représentation et les accords de fiducie leur donnaient un pouvoir étendu pour prendre des décisions financières dans l'intérêt de la famille. Cet argument s'effondre rapidement lorsque l'on considère que la falsification de ma signature n'a jamais été autorisée par aucun document et que l'utilisation de la maison de ma grand-mère comme garantie pour le restaurant défaillant de Jérémy ne semble guère être une bonne gestion financière dans son intérêt. L'enquête criminelle progresse lentement mais régulièrement. Le bureau du procureur traite ceci comme une affaire de fraude financière complexe impliquant plusieurs victimes et propriétés. Ils ont gelé plusieurs comptes bancaires et placé des privilèges sur des propriétés pour empêcher d'autres transactions non autorisées. Sur le plan personnel, je vais mieux que prévu. La trahison initiale a été dévastatrice, mais voir l'ampleur totale de la tromperie de mes parents a en fait facilité le maintien de la distance. Il ne s'agissait pas d'un manque de jugement momentané ou d'une tentative maladroite d'aider Jérémy. C'était un schéma systématique de vol envers les membres de la famille pour financer une série de projets commerciaux voués à l'échec. Mon chalet est en sécurité. La banque a accepté de le retirer du prêt frauduleux une fois que notre expert en graphologie a confirmé la signature falsifiée. J'ai fait installer de nouvelles serrures et mis à jour mon système de sécurité, en partie pour des raisons pratiques et en partie pour le bénéfice psychologique de savoir qu'il est vraiment sécurisé. J'y ai passé le week-end dernier pour la première fois depuis le début de tout cela, et j'ai eu l'impression de récupérer un morceau de ma vie. Les couleurs d'automne étaient spectaculaires, et je me suis assise sur la terrasse avec mon café, reconnaissante des conseils de mon avocat d'agir rapidement et de tout documenter. Plusieurs membres de ma famille ont pris contact pour s'excuser de leur pression initiale pour une réconciliation. Ma cousine, Sandra, qui a suggéré que je n'avais pas autant besoin du chalet que Jérémy avait besoin de ses rêves, a appelé pour exprimer ses regrets de ne pas avoir compris la situation dans son intégralité. Elle se pose maintenant des questions sur la manière dont mes parents ont utilisé l'héritage de son père décédé de manière appropriée. Le plus difficile est de voir ma grand-mère lutter contre cela. Elle est vive pour ses 85 ans, mais la complexité de la fraude financière et des procédures judiciaires est écrasante. Elle n'arrête pas de demander pourquoi son propre fils a mis sa maison en danger, et je n'ai pas de bonne réponse. Elle a emménagé chez mon oncle, David, temporairement, pendant que les avocats règlent les problèmes de propriété. Pour l'avenir, mon avocat s'attend à ce que l'affaire pénale soit résolue dans les 6 mois, probablement avec des accords de plaidoyer plutôt que des procès. Les affaires civiles prendront plus de temps, car nous essayons de retracer des années de transactions frauduleuses et de déterminer ce qui peut être récupéré. L'espace du restaurant de Jérémy a été vendu aux enchères le mois dernier pour payer les créanciers. Il est retourné chez mes parents et travaille apparemment comme cuisinier dans un restaurant de chaîne. Je ne ressens aucune satisfaction dans sa chute, mais je ne me sens pas non plus obligé de l'aider à se reconstruire après des années de comportement de droit. Je construis de nouvelles relations familiales avec les cousins et les parents qui soutiennent la responsabilité plutôt que la loyauté aveugle. Mon oncle, David, et moi nous sommes rapprochés grâce à cette expérience partagée de trahison et de bataille juridique. Ce n'est pas la famille dans laquelle j'ai grandi, mais c'est une famille basée sur le respect mutuel plutôt que sur la tolérance des comportements destructeurs. Le chalet est un rappel que parfois, se protéger soi-même exige de s'opposer aux personnes les plus proches de soi. J'ai économisé pendant des années pour acheter cet endroit, et j'avais raison de me battre pour cela. Personne n'a le droit de jouer avec votre avenir, même s'ils vous ont élevé. Mise à jour, 3 mois plus tard. Les procédures judiciaires sont enfin terminées, et la résolution a été à la fois plus complexe et plus satisfaisante que je ne l'avais prévu. Ce qui a commencé comme un simple cas de fraude hypothécaire a évolué en une enquête approfondie qui a révélé l'ampleur réelle des tromperies financières de mes parents. L'affaire pénale s'est terminée par des accords de plaidoyer. Mes parents ont plaidé coupables de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de faux et de violence envers les personnes âgées concernant la maison de ma grand-mère. Mon père a reçu 18 mois de prison fédérale, tandis que ma mère a reçu 12 mois plus 2 ans de probation avec surveillance. Jérémy a été inculpé en tant que co-conspirateur dans 2 des prêts où les preuves ont montré qu'il savait clairement que les garanties avaient été obtenues frauduleusement. Il a accepté un accord de plaidoyer pour 6 mois de prison de compter plus des obligations de restitution.
L'audience de condamnation de Jérémy a été particulièrement révélatrice. Lorsqu'il a eu l'occasion de s'adresser au tribunal, il a passé la majeure partie de son temps à expliquer comment ses rêves d'entrepreneur avaient été brisés par des membres de sa famille qui ne croyaient pas en sa vision. Même face à la prison, il n'a pas pu assumer la responsabilité de sa participation à la fraude. Le juge a été notablement impressionné, commentant que les entreprises légitimes n'ont pas besoin de signatures falsifiées et de garanties volées. Les procédures civiles ont donné lieu à des recouvrements financiers importants, bien que tout n'ait pas pu être réparé. Mon chalet a été entièrement libéré de toutes les hypothèques ou revendications. Il est à moi, libre et clair, exactement comme il aurait dû l'être depuis le début. La maison de ma grand-mère a été renégociée avec un prêt légitime qu'elle a effectivement signé et compris, avec mon oncle, David, comme co-signataire pour garantir des paiements gérables. La situation immobilière de l'entreprise de mon grand-père était plus compliquée. Des années de prêts frauduleux avaient créé de multiples revendications concurrentes, mais nous avons finalement trouvé un accord qui a permis à mon oncle, David, d'acheter la propriété à un prix inférieur au prix du marché tout en utilisant le produit pour rembourser les dettes frauduleuses. Ce n'était pas idéal, mais cela a permis de maintenir la propriété dans la famille et a permis à David de poursuivre ses projets d'expansion. Le développement le plus surprenant est survenu lors de l'enquête interne de la banque. Il s'avère que mes parents avaient tenté des stratagèmes similaires avec d'autres familles, utilisant les besoins commerciaux de Jérémy comme justification pour des stratagèmes de fraude de plus en plus élaborés. La banque a identifié au moins 4 autres cas où elle avait accepté une documentation douteuse et n'avait pas correctement vérifié l'identité des cosignataires. Cela a conduit à un règlement plus important avec la banque, qui était désireuse d'éviter un contrôle réglementaire et l'attention du public. Bien que je ne puisse pas discuter des termes spécifiques en raison d'accords de confidentialité, je peux dire que toutes les victimes ont reçu une compensation au-delà du simple recouvrement de leurs biens. Les diverses faillites commerciales de Jérémy ont été minutieusement documentées au cours des procédures. Le restaurant a perdu de l'argent dès son premier mois d'exploitation en raison d'un mauvais emplacement, de prix de menus trop élevés et d'un manque total d'expérience en gestion de la part de Jérémy. Le camion de restauration a échoué parce que Jérémy a acheté un véhicule trop cher et n'a jamais obtenu les permis nécessaires. L'entreprise de traiteurs s'est effondrée lorsque Jérémy a encaissé les dépôts des clients mais ne s'est pas présenté aux événements, invoquant des différends créatifs avec des clients qui voulaient une cuisine traditionnelle au lieu de sa cuisine expérimentale. L'entreprise de savon artisanal était peut-être l'entreprise la plus absurde. Jérémy a investi des milliers de dollars en équipements et en ingrédients, mais n'a jamais recherché les réglementations concernant les produits cosmétiques. Tout son inventaire a été saisi par les inspecteurs de la santé après que des clients ont signalé des réactions cutanées. L'entreprise a duré 6 semaines. Le schéma était cohérent, Jérémy s'enthousiasmait pour un nouveau concept, persuadait nos parents de le financer par des moyens frauduleux, ignorait la planification commerciale de base, blâmait les autres lorsque les choses allaient mal et passait au rêve suivant sans assumer la responsabilité des pertes. La motivation de mes parents est devenue plus claire grâce à leurs témoignages et à leurs évaluations psychologiques. Ils essayaient désespérément de prouver que Jérémy pouvait réussir quelque chose, n'importe quoi, pour valider leur décision de concentrer tout leur soutien sur leur fils créatif tout en s'attendant à ce que je sois autonome. Chaque échec commercial les a rendus plus déterminés à trouver une entreprise qui prouverait enfin la valeur de Jérémy, conduisant à des méthodes de financement de plus en plus risquées et illégales. Lors de l'audience de condamnation de ma mère, elle a enfin présenté ce qui semblait être des excuses sincères. Elle a reconnu que leur favoritisme avait été injuste et que leur désir désespéré d'aider Jérémy à réussir les avait amenés à trahir la confiance des autres membres de la famille. Elle a également admis qu'ils s'étaient persuadés que la fraude était temporaire, ils croyaient vraiment que la prochaine entreprise de Jérémy serait suffisamment prospère pour rembourser tout le monde avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mon père était moins repentant. Même dans son allocution, il a soutenu que ses intentions étaient bonnes et que la famille aurait dû soutenir les rêves de Jérémy avec plus d'enthousiasme. Son principal regret semblait être d'avoir été pris plutôt que la trahison de confiance sous-jacente. La dynamique familiale a radicalement changé. Ma grand-mère est restée proche de ceux d'entre nous qui ont protégé ses intérêts, mais elle a essentiellement abandonné mes parents et Jérémy. À 85 ans, elle est suffisamment lucide pour comprendre qu'ils ont mis sa maison en danger pour financer des entreprises dont ils savaient qu'elles étaient vouées à l'échec. Mes relations avec mes cousins et mon oncle, David, se sont considérablement renforcées. Nous avons formé une sorte de famille choisie basée sur le respect mutuel et l'expérience partagée. Mon oncle, David, plaisante en disant qu'il a obtenu sa propriété commerciale et un neveu avec qui il aime vraiment passer du temps grâce à cet accord.
Je n'ai eu aucun contact avec mes parents ou Jérémy depuis leurs audiences de condamnation. Ils sont confrontés à la ruine financière en raison des frais juridiques, des obligations de restitution et de la perte de leur propre maison, qui a finalement été vendue pour payer les créanciers. Je ne ressens aucune satisfaction dans leur situation, mais je ne me sens pas non plus obligé de les aider à se remettre des conséquences qu'ils se sont infligées. Plusieurs membres éloignés de la famille se sont excusés de m'avoir initialement poussé à arranger les choses avec mes parents. Ma cousine, Sandra, en particulier, a réfléchi à la manière dont la tolérance de la famille envers le comportement de Jérémy a contribué à l'escalade de la fraude. Elle est devenue l'une de mes plus ferventes supportrices et rend souvent visite au chalet avec sa propre famille. Le chalet lui-même est devenu un refuge encore plus significatif, sachant que je me suis battu pour lui et que j'ai gagné. J'ai apporté quelques améliorations avec une partie de l'argent du règlement, une nouvelle jetée pour le lac, une meilleure isolation pour les visites hivernales et une petite cabane d'eau. Tous les membres de ma famille avec qui je veux vraiment passer du temps peuvent séjourner confortablement. J'ai également utilisé une partie des fonds du règlement pour créer un petit programme de bourse pour les étudiants en commerce du collège communautaire local, ciblant spécifiquement ceux qui font preuve d'un intérêt entrepreneurial et d'une prise de décision éthique. C'est ma façon de soutenir les rêves commerciaux légitimes tout en honorant les leçons apprises des stratagèmes frauduleux de Jérémy. En regardant en arrière, le plus difficile n'était pas la bataille juridique ni même la menace financière pour mon chalet. C'était d'accepter que mes parents étaient prêts à voler mon avenir pour permettre les illusions de succès entrepreneurial de Jérémy. Ils m'ont élevé pour valoriser le travail acharné et l'honnêteté, puis ont trahi ces valeurs quand cela leur convenait. Mais j'ai aussi appris que la loyauté familiale n'exige pas d'accepter les abus ou la fraude. Me défendre a permis de rendre justice à de multiples victimes et a empêché mes parents de poursuivre leurs stratagèmes contre d'autres familles. Parfois, se protéger soi-même signifie aussi protéger les autres. Le chalet est en sécurité, la famille a été reconstruite autour du respect mutuel plutôt que de la tolérance, et la justice a été rendue par les voies légales plutôt que par la vengeance personnelle. Il a fallu 8 mois de bataille juridique, mais le système a fonctionné exactement comme il le devait lorsque les preuves sont documentées et que les procédures appropriées sont suivies. Mon conseil à toute personne confrontée à des situations similaires, documentez tout, engagez immédiatement une représentation juridique compétente et ne laissez pas la culpabilité familiale vous empêcher de vous protéger. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demanderont pas d'absorber les conséquences de leurs mauvaises décisions. Et parfois, la famille que vous choisissez est meilleure que la famille dans laquelle vous êtes né. Je passe ce week-end au chalet avec mon oncle, David, et sa famille, en regardant ses enfants pêcher depuis la jetée que j'ai achetée avec l'argent du règlement. C'est exactement le genre de réunion de famille que j'ai toujours voulu, des gens qui se respectent, se soutiennent honnêtement et ne songeraient jamais à falsifier les signatures des autres. Le chalet est en sécurité, la famille a guéri autour de nouveaux principes et je peux enfin aller de l'avant sans regarder par-dessus mon épaule. Justice rendue, leçons apprises et vie reconstruite sur une fondation de respect mutuel plutôt que de loyauté aveugle. Certaines histoires se terminent par la réconciliation et le pardon, celles-ci se terminent par la responsabilité et la paix qui découlent du fait de se défendre lorsque cela compte le plus.